Bienvenue dans une histoire où le luxe absolu cache les plus sombres trahisons. Ce qui devait être le mariage du siècle à l'hôtel de Crillon s'est transformé en un véritable cauchemar judiciaire en un instant. Imaginez, un homme sur le point d'épouser l'héritière d'un empire après avoir effacé son passé, son nom et ses propres enfants. Mais ce qu'il a oublié, c'est que la vérité ne meurt jamais. Elle attendait juste le bon moment pour franchir la porte de la cathédrale. Voici l'incroyable chute de Guillaume Martin et comment deux femmes trahies ont transformé leur douleur en une justice implacable. Une leçon de vie que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Tu pensais vraiment pouvoir nous effacer, n'est-ce pas, Guillaume ? La voix n'était pas forte, mais elle trancha le silence de la cathédrale avec une clarté brutale. La mariée, Éléonore, ne sursauta pas. Elle rejeta la tête en arrière et laissa échapper un rire cruel et perçant qui résonna sur les vitraux. Elle pensait que c'était une pathétique tentative d'extorsion. Elle pensait avoir gagné, mais elle ne savait pas que l'enveloppe dans la main de la femme ne contenait pas une plainte pour de l'argent. Elle contenait un acte de naissance, une chronologie et un test ADN qui allait transformer ce mariage de conte de fées en cauchemar. Guillaume n'était pas seulement un menteur, il était père et son passé venait de franchir la porte d'entrée. L'air à l'intérieur du grand salon de l'hôtel de Crillon sentait les hortensias blancs importés et la vieille fortune. C'était le genre de mariage où les serviettes étaient en soie et les gardes du corps portaient des oreillettes qui coûtaient plus cher que la plupart des voitures. Guillaume était assis à la table d'honneur, ajustant les poignets de son costume sur mesure. Il regarda la mer de visages, 300 membres de l'élite de la ville. Il y avait des sénateurs, des magnats de la tech et des mondains, tous là pour assister à l'union de Guillaume Martin et d'Éléonore de Valois. Pour le monde extérieur, Guillaume était l'incarnation de la réussite. Un spécialiste en capital-risque autodidacte qui s'était extirpé d'une éducation modeste à Blois, dans le centre Val-de-Loire, pour devenir un acteur majeur de l'immobilier parisien. Il était charmant, il était beau, et il avait 34 ans avec un sourire capable de désarmer une réunion de conseil d'administration hostile. Mais pour Éléonore, il était un trophée. Éléonore de Valois était la fille unique de Bernard de Valois, un magnat de l'énergie dont la fortune nette nécessitait 10 chiffres pour être calculée. Éléonore était belle, oui, mais d'une manière anguleuse et acérée. Elle avait des cheveux blonds glacés, des yeux qui balayaient constamment la pièce à la recherche de quelqu'un de plus important à qui parler, et un rire qui sonnait comme des pièces tombant dans une machine à sous. « Arrête de gigoter, chérie, » murmura Éléonore, se penchant pour brosser une poussière invisible du revers de Guillaume. Sa voix était doucereuse, mais sa poigne sur son bras était ferme. Le photographe prend des clichés sur le vif. Essaie de donner l'impression que tu es le maître des lieux. Je ne fais que m'imprégner de l'atmosphère, mentit doucement Guillaume en affichant son sourire signature. C'est une journée parfaite. Ça l'est, acquiesça-t-elle en prenant une gorgée de son champagne. Papa a dépensé 4 millions pour ça. Il a intérêt à ce que ce soit parfait. Les yeux de Guillaume se tournèrent vers le fond de la salle où son nouveau beau-père, Bernard, tenait sa cour. Guillaume avait travaillé dur pour en arriver là. Pendant 5 ans, il avait nettoyé sa vie. Il avait changé de numéro de téléphone, supprimé ses anciens réseaux sociaux et coupé les ponts avec tout le monde de son ancienne vie à Blois. Il s'était réinventé en homme sans bagages, sans dettes et sans attaches. Quand il avait rencontré Éléonore il y a 2 ans, il lui avait dit qu'il était orphelin. C'était un mensonge, qui suscitait la sympathie et, plus important encore, l'empêchait de demander à rencontrer sa famille. « Aux heureux mariés !» cria un témoin en levant son verre. Guillaume leva le sien, sentant le cristal froid contre sa paume. Il l'avait fait. Il était entré par mariage dans la dynastie de Valois. Demain, son nom serait sur l'acte de propriété de l'appartement terrasse du 16e arrondissement. La semaine prochaine, Bernard lui cédait un siège au conseil d'administration de De Valois Énergie. Il était en sécurité. Il était riche. Il était intouchable. Du moins, le pensait-il.
Les lourdes portes en chêne au fond de la salle de bal, qui avait été fermée et gardée par la sécurité, grincèrent soudainement. Ce n'était pas une entrée violente, elle était lente, délibérée. La lumière du couloir se déversa, créant une silhouette. Le brouhaha dans la salle ne cessa pas immédiatement, mais il se mua en silence alors que les gens se tournaient pour regarder. Le garde du corps, un homme massif surnommé le Colosse, s'avança pour bloquer l'intruse, mais il s'arrêta. La femme qui entrait n'avait pas l'air d'une incruste. Elle portait une robe couleur vin renversé, un bordeaux riche et profond qui épousait une silhouette qui avait clairement fréquenté une salle de sport. Ses cheveux sombres étaient relevés en un chignon élégant. Elle marchait avec une assurance qui fit que les mondaines dans la salle se sentirent soudainement sous-habillées. Guillaume laissa tomber sa coupe de champagne. Elle heurta la table, mais ne se brisa pas, roulant sur le sol et trempant la nappe. « Guillaume !» lança Éléonore agacée. « Qu'est-ce que tu fais ?» Mais Guillaume ne pouvait pas l'entendre. Tout le sang avait quitté son visage. Il avait l'impression de chuter d'une grande hauteur. Il connaissait cette démarche. Il connaissait ses yeux. C'était Chloé. Le silence dans la pièce était maintenant absolu. Le seul son était le cliquetis des talons de Chloé sur le sol en marbre. Clic, clic, clic. On aurait dit un compte à rebours fatal. Chloé s'arrêta à 3 mètres de la table d'honneur. Elle n'avait pas l'air folle. Elle ne ressemblait pas à la femme éplorée et brisée que Guillaume avait laissée derrière lui dans un 2 pièces à Blois il y a 5 ans. Elle avait l'air terrifiante de calme. Éléonore se leva, le tissu de sa robe en dentelle coûteuse bruissant. Elle n'avait pas l'air menacée. Elle avait l'air amusée. Elle dévisagea Chloé de haut en bas, observant la robe, les chaussures, l'absence de bijoux. « Excusez-moi » la voix d'Éléonore résonna, tranchante et autoritaire. « Je pense que vous vous êtes trompé de salle. L'entrée du personnel est à l'arrière. » Quelques invités ricanèrent nerveusement. Chloé ne regarda pas Éléonore. Son regard était fixé sur Guillaume. Ses yeux étaient sombres, brûlant d'un feu froid. « Bonjour Guillaume, » dit Chloé. Sa voix était posée, calme. Guillaume essaya de parler, mais sa gorge était sèche. « Chloé, qu'est-ce que tu fais ici ?» Éléonore regarda de l'un à l'autre, les sourcils haussés. « Attends, tu connais cette personne ?» Elle se tourna vers Guillaume, un sourire narquois aux lèvres. « Laisse-moi deviner, une vieille aventure, une harceleuse de l'université. » Guillaume se leva, les jambes tremblantes. Il devait la faire sortir d'ici. Il devait arrêter ça avant que Bernard de Valois ne comprenne qui elle était. « Chloé, ce n'est pas le moment. Tu dois partir. On pourra parler plus tard. »« Nous avons fini de parler, Guillaume, » dit Chloé en plongeant la main dans sa pochette. Éléonore s'avança, posant une main possessive sur le torse de Guillaume. Elle regarda Chloé avec une pitié pure et sans mélange. « Oh, je comprends !» dit Éléonore en laissant échapper un rire. Ça commença par un gloussement et se transforma en un véritable éclat de rire. Elle regarda ses invités, désignant Chloé. « Regardez ça, c'est le cliché classique de l'ex-petite Annie qui débarque au mariage. Combien tu veux, ma chérie ? Tu as vu l'annonce dans le Figaro et tu as décidé de tenter ta chance pour un dédommagement ?» Éléonore ouvrit son propre sac à main, une pochette incrustée de diamants, et en sortit un chéquier. Elle l'agita en l'air comme une arme. « Est-ce que 10 000 € suffisent ?» se moqua Éléonore en débouchant un stylo. « Je te fais un chèque tout de suite si tu te retournes et que tu sors. Considère ça comme une prime de départ pour la petite aventure que vous avez eue. » Guillaume transpirait maintenant. « Éléonore, ne fais pas ça. »« Silence, Guillaume, je m'occupe des cas caritatifs, » ricana Éléonore. Elle griffonna sur le chèque, le déchira et le lança en direction de Chloé. Le papier vola dans les airs et atterrit près des pieds de Chloé. « Ramasse-le » ordonna Éléonore, sa voix se transformant en un grognement. « Prends l'argent, achète-toi une meilleure robe et disparais de ma vue. » La pièce était tendue.
Bernard de Valois observait depuis sa table, les yeux plissés. Il n'aimait pas les scènes, mais il aimait encore moins ne pas voir sa fille affirmer sa domination. Chloé baissa les yeux sur le chèque. Puis elle leva les yeux vers Éléonore, et pour la première fois, elle sourit. Ce n'était pas un joli sourire, c'était le sourire d'un chasseur qui venait de voir sa proie tomber dans le piège. « Tu peux garder ton argent, Éléonore, » dit doucement Chloé. « Je n'en ai pas besoin. Je possède une entreprise de logiciels à Lyon. J'ai probablement gagné plus ce matin que tu n'as gagné de toute ta vie. » Le sourire disparut du visage d'Éléonore. « Je ne suis pas ici pour l'argent, » continua Chloé, sa voix s'élevant pour que le fond de la salle puisse l'entendre. « Et je ne suis pas ici pour le récupérer. Tu peux le garder. Je suis juste venue déposer quelque chose que Guillaume a oublié. »« Oublié ?» murmura Guillaume, son cœur battant contre ses côtes. Chloé sortit une grande enveloppe Kraft de son sac. Elle ne la lança pas. Elle s'avança et la posa doucement sur la table, juste à côté de la pièce montée. « Tu as oublié de dire au revoir, Guillaume, » dit Chloé. « Et tu as oublié de dire à ta nouvelle femme pourquoi tu as vraiment quitté le centre Val-de-Loire. » Guillaume fixa l'enveloppe. Il savait ce qu'il y avait à l'intérieur, même s'il avait passé 5 ans à prétendre que cela n'existait pas. « Sécurité !» hurla Éléonore, sa patience à bout. « Sortez-la d'ici, maintenant !» Deux gardes commencèrent à se diriger vers la table, mais Bernard de Valois se leva. « Attendez !» ordonna le vieil homme. Sa voix était graveleuse. Il se dirigea vers la table d'honneur, le regard fixé sur Guillaume. « Qu'as-tu oublié, Guillaume ?»« Rien, Bernard, elle est folle !» balbutia Guillaume en attrapant l'enveloppe. « C'est juste une ex-jalouse, je vais m'en occuper. » Il essaya de fourrer l'enveloppe dans la poche de sa veste, mais ses mains tremblaient si fort qu'il la laissa tomber. Le contenu se renversa. Des photographies, des dizaines. Elles se dispersèrent sur la nappe blanche. Éléonore baissa les yeux. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle tendit la main et ramassa une photo brillante de 13 par 18. Ce n'était pas une photo de Guillaume et Chloé, c'était une photo de 2 enfants, un garçon et une fille d'environ 4 ou 5 ans. Ils avaient des cheveux bouclés sombres et des yeux bleus vifs, les yeux de Guillaume. Éléonore fixa la photo, puis Guillaume. La ressemblance était indéniable. Le garçon avait le menton de Guillaume, la fille avait son nez. « Qui sont-ils » demanda Éléonore, sa voix à peine en murmure. La moquerie avait disparu, remplacée par la confusion. « Ce sont ses enfants, » dit Chloé, sa voix coupant l'attention. « Lucas et Chloé, ils viennent d'avoir 5 ans la semaine dernière. » Un murmure de stupeur parcourut la salle. « Menteuse !» cria Guillaume en frappant la table de la main. « Elle ment, je n'ai jamais vu ces enfants de ma vie. » Chloé piocha dans le tas sur la table et brandit un document. « C'est un test de paternité ordonné par le tribunal de Blois il y a 3 ans. Tu ne t'es pas présenté à l'audience, Guillaume. Le juge a donc statué en ma faveur par défaut. Mais pour être sûr, j'ai engagé un détective privé pour récupérer le gobelet de café que tu as jeté dans un café sur les Champs-Élysées la semaine dernière. » Elle lança le document vers Bernard de Valois. Le vieil homme l'attrapa, mit ses lunettes de lecture et parcourut la page. Probabilité de 99,99%, lut Bernard à haute voix, sa voix froide. Il est parti quand j'étais enceinte de 3 mois, s'adressa Chloé à la foule, tournant le dos à Guillaume. Il a dit qu'il allait chercher le dîner. Il a vidé notre compte joint, toutes nos économies de 6 000 € et n'est jamais revenu. J'ai appelé la police, j'ai appelé les hôpitaux, je le croyais mort. Elle se retourna vers Éléonore, dont le visage était maintenant aussi pâle que les hortensias. Il n'était pas mort, Éléonore, il était ici, en train de gravir l'échelle sociale, te racontant qu'il était orphelin. Chloé fit un pas de plus vers la mariée. Tu as ri quand je suis entrée. Tu pensais que j'étais une moins que rien. Mais dis-moi qui est la véritable honte? La mère célibataire qui a bâti une entreprise en élevant seule des jumeaux, ou l'homme à côté de toi
qui n'a pas envoyé une seule carte d'anniversaire en 5 ans. Éléonore regarda Guillaume. Elle avait l'impression de voir un étranger. « Guillaume ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Est-ce que c'est vrai ? Tu m'as dit que tes parents étaient morts dans un accident de voiture. Tu as dit que tu n'avais pas de famille. » « C'est compliqué, Éléonore, » plaida Guillaume en tendant la main vers elle. « J'étais jeune, j'avais peur. Je ne savais pas qu'elle était enceinte quand je suis partie. » « Encore un mensonge, » l'interrompit Chloé. Elle sortit un morceau de papier de sa poche, une note froissée et jaunie. « C'est le mot que tu as laissé sur le comptoir de la cuisine. Je ne peux pas faire ça, Chloé. Je ne suis pas prêt à être père. Ne me cherche pas. » Elle le brandit pour les appareils photo qui zoomaient maintenant. « Tu savais, Guillaume, tu savais exactement ce que tu laissais derrière toi. » Bernard de Valois leva les yeux du test de paternité. Son visage était violet de rage. Il avait bâti son empire sur la réputation, sur le concept d'héritage familial. « Tu as des enfants, tonna Bernard, et tu les as cachés. Tu as épousé ma fille sous de faux prétextes. » « Bernard, s'il vous plaît, je peux tout expliquer, » dit Guillaume en reculant alors que le vieil homme s'avançait. « Je l'ai fait pour nous. Je voulais être digne d'Éléonore. Je savais que vous n'accepteriez pas un type avec des bagages. »« Des bagages, » dit Chloé, sa voix tombant dans un murmure dangereux. « C'est comme ça que tu les appelles ? Des bagages ?» Elle sortit son téléphone. « Voudriez-vous voir une vidéo des bagages pleurant le jour de leur anniversaire parce que leur papa n'est pas rentré à la maison ?»« Arrête ça !» hurla Guillaume. « Arrête !»« Je n'ai pas fini, » dit Chloé. « Et la loi non plus. » Les portes au fond de la salle s'ouvrirent à nouveau. Cette fois, ce n'était pas une femme en robe rouge. C'étaient 2 policiers en uniforme et un homme en costume gris impeccable tenant une mallette. « Guillaume Martin !» lança l'homme en costume. « Je suis l'inspecteur Olivier Rousseau. Nous avons un mandat d'arrêt contre vous. » Guillaume Martin s'était toujours targué de sa capacité à se sortir de n'importe quelle situation par la parole. Il avait charmé des investisseurs pour des millions et séduit une héritière pour l'épouser. Mais alors que l'inspecteur Rousseau traversait la salle de bal, Guillaume réalisa que le charme ne fonctionne pas sur les menottes. « Arrestation ?» Guillaume rit nerveusement, regardant Bernard. « Bernard, dites-leur que c'est un malentendu, c'est une blague, n'est-ce pas ? Une partie de l'animation de la réception ?» Bernard de Valois ne sia même pas. Il se versa un verre de cognac de la table, en prit une gorgée et s'assit. Il ressemblait à un roi assistant à une exécution. « Je ne pense pas que ce soit une animation, Guillaume, » dit calmement Bernard. « Et si ça en est une, les critiques seront terribles. » L'inspecteur Rousseau atteignit la table. C'était un homme qui semblait avoir tout vu et n'être impressionné par rien. Guillaume Martin, également connu sous le nom d'Adrien Lambert, commença-t-il, récitant les mots de mémoire. « Vous êtes en état d'arrestation pour vol qualifié, fraude électronique et usurpation d'identité. »« Usurpation d'identité » haleta Éléonore, la main à la gorge. « C'est exact, madame, » dit l'inspecteur en jetant un coup d'œil à la mariée. « L'homme que vous épousez n'est pas Guillaume Martin. Le vrai Guillaume Martin est mort dans un accident de bateau en 2015. Cet homme, désigna-t-il le marié, est Adrien Lambert. Il a volé l'identité de son colocataire d'université décédé pour effacer son historique de crédit après avoir fui le centre Val-de-Loire. » La salle explosa. Le murmure se transforma en rugissement. « Tu as volé le nom d'un mort ?» demanda Chloé, sa voix perçant le bruit. Elle le regarda avec un mélange d'horreur et de justification. « Je savais que tu étais un menteur, Adrien, mais je ne savais pas que tu étais un charognard. »« Non !» hurla Adrien, sa façade se fissurant enfin, son visage tordu par quelque chose de laid et de désespéré. « J'ai fait ce que je devais faire. J'étais noyée sous les dettes. J'avais un enfant en route. Je ne pouvais plus respirer. »« Alors tu nous as étouffés à la place, » rétorqua Chloé. « Tournez-vous, les mains derrière le dos, » ordonna Rousseau. « Non, vous ne pouvez pas faire ça, je suis un de Valois, » hurla Adrien, regardant follement sa nouvelle femme.
Éléonore, dis-leur que nous sommes mariés, j'ai des droits, j'ai accès aux avocats de la famille. Éléonore le fixa. L'homme qu'elle avait aimé pendant 2 ans, l'homme avec qui elle avait planifié un avenir, se dissolvait sous ses yeux. Elle regarda le chèque qu'elle avait jeté à Chloé plus tôt, toujours par terre. Elle regarda les photos des enfants qui avaient les yeux de son mari. Elle prit son verre de champagne. « En fait, dit Éléonore, la voix glaciale, le prêtre n'a pas encore signé l'acte de mariage. Il est juste là, sur l'autel. » Les yeux d'Adrien s'écarquillèrent. Il se jeta vers l'autel où les documents officiels attendaient la signature finale. « Signez-le, que quelqu'un le signe !» Le colosse, le garde du corps massif, se mit sur le chemin d'Adrien. Il ne dit pas un mot. Il croisa simplement les bras. « Éléonore, s'il te plaît !» supplia Adrien, alors que l'officier attrapait son poignet et enclenchait la menotte en métal. Clic. « Je t'aime. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour arriver jusqu'à toi. »« Tu ne l'as pas fait pour moi, » dit Éléonore, des larmes coulant enfin, traçant des sillons dans son maquillage impeccable. « Tu l'as fait pour l'argent. Tu l'as fait pour l'appartement terrasse. Tu n'es qu'un escroc en costume. »« Emmenez-le » aboya Bernard de Valois alors que la police l'entraînait. Adrien Lambert, l'homme qui aurait dû être le roi de Paris, se débattait et criait comme un enfant. Les invités levaient leur téléphone, diffusant en direct la chute. Les flashs qui devaient capturer le mariage du siècle capturaient maintenant la photo d'identité judiciaire de l'année. Quand les lourdes portes se refermèrent enfin, le silence revint. Mais ce n'était pas un silence paisible, il était lourd. Chloé se tenait seule au centre de la piste de danse. Elle n'avait pas l'air triomphante, elle avait l'air épuisée. Elle ramassa son sac, lissa sa robe et se tourna pour partir. « Attends !» l'appela Éléonore. 10 minutes plus tard, la salle de bal était vide d'invités. Bernard avait ordonné à tout le monde de sortir, promettant des remboursements pour les cadeaux et menaçant d'action en justice si quelqu'un publiait les vidéos. Une menace vaine, car les vidéos étaient déjà virales. Dans la suite nuptiale privée, Éléonore était assise sur un canapé en velours, toujours dans sa robe à 50 000 €. Elle avait arraché le voile de sa tête et l'avait jeté dans un coin. Son mascara avait coulé et elle buvait du cognac directement à la bouteille. Chloé était assise en face d'elle sur une chaise, sa posture parfaite. Elle n'avait pas touché l'eau que Bernard lui avait offerte. « Alors, » dit Éléonore la voix rauque, « tu as des jumeaux, Lucas et Chloé ?» Chloé hocha la tête. « Ce sont de bons enfants. Ils pensent que leur père est un astronaute en longue mission. Je vais devoir trouver une nouvelle histoire maintenant. »« Dis-leur qu'il est en prison, » dit amèrement Éléonore. « C'est plus proche de la vérité. » Bernard de Valois arpentait la pièce, son téléphone collé à l'oreille, aboyant des ordres à son équipe de relations publiques. « Étouffez l'affaire, peu importe ce que ça coûte. Oui, annulation, immédiate. » Il raccrocha et regarda Chloé. « Mademoiselle, je n'ai pas saisi votre nom de famille, » dit Bernard. « Dubois, » dit Chloé. « Chloé Dubois. »« Mademoiselle Dubois, » soupira Bernard en se frottant les tempes. « Vous avez causé un sacré désordre aujourd'hui. Mais vous avez aussi sauvé ma famille d'une erreur catastrophique. Si cet homme avait eu accès à mes comptes, frissonna-t-il, je vous dois une fière chandelle. »« Je ne l'ai pas fait pour vous, » dit fermement Chloé. « Je l'ai fait parce qu'il a cessé de payer pour mon silence. » La tête d'Éléonore se redressa brusquement. « Payer pour ton silence ?» Chloé plongea de nouveau la main dans son sac. « Ces 2 dernières années, depuis qu'il a réussi à Paris, il m'envoyait 5 000 € par mois, anonymement. De l'argent liquide par la poste, sans adresse de retour, juste un mot qui disait « Reste à l'écart ». « Il te payait » demanda Éléonore. « Oui, mais le mois dernier, le paiement s'est arrêté, » expliqua Chloé. « Je me fichais de l'argent, je gagne le mien. Mais ensuite j'ai reçu une lettre. Elle ne venait pas de lui. C'était une mise en demeure, menaçant de me poursuivre pour harcèlement si je contactais un jour Guillaume Martin.
Il essaya de m'effacer légalement avant le mariage pour que je ne puisse pas réclamer de pension alimentaire ou contester le mariage. Chloé se pencha en avant, ses yeux se fixant sur ceux d'Éléonore. Cette lettre m'a fait peur. Pas pour moi, mais pour mes enfants. S'il était prêt à utiliser des avocats pour menacer une mère qu'il n'avait pas vue depuis 5 ans, que ferait-il quand les enfants seraient plus grands? Et s'ils essayaient de le retrouver? Je devais l'arrêter avant qu'il ne devienne trop puissant pour être touché. Éléonore baissa les yeux sur ses mains. La bague de fiançailles en diamant, une taille émeraude de 4 carats, lui semblait lourde et grotesque à son doigt. Elle l'arracha et la jeta à travers la pièce. Elle heurta le mur avec un bruit sourd. « Il m'a dit qu'il l'avait achetée avec sa prime, » murmura Éléonore. « Il l'a probablement achetée avec de l'argent détourné. »« Mademoiselle Dubois, » interrompit Bernard en sortant un chéquier de sa veste. « Je sais que vous avez dit ne pas avoir besoin d'argent, mais j'insiste. Pour les enfants, un fonds pour leurs études, 500 000 €. » Chloé regarda le chéquier, puis Bernard. « Je ne veux pas de votre argent, monsieur de Valois. Je veux autre chose. »« Demandez, » dit Bernard. « Je veux que ces droits parentaux soient révoqués, » dit Chloé, sa voix dure comme l'acier. « Je veux la garde exclusive. Je veux une ordonnance restrictive si stricte que s'il regarde ne serait-ce qu'une carte du centre Val-de-Loire, il retourne en prison. Et je veux que vous m'aidiez à l'obtenir. Vous avez les meilleurs avocats du pays, je les veux de mon côté. » Bernard sourit, un sourire sincère de requin. Il respectait la cruauté. « Considérez que c'est fait. Mon avocat principal, maître Laurent, vous rencontrera demain matin. Nous le submergerons de tellement de paperasse qu'il ne verra pas le soleil pendant une décennie. » Éléonore se leva. Elle se dirigea vers Chloé. Les deux femmes, l'une en blanc virginal et l'autre en rouge sang, se firent face. « J'ai ri de toi, » dit doucement Éléonore. « Je t'ai traité comme un cas caritatif. Je suis désolée. » Chloé regarda la jeune femme. Elle vit la douleur derrière l'arrogance. « Tu as été une victime aussi, Éléonore. Il nous a trompés toutes les deux. Il m'a juste trompée en premier. »« Je vais témoigner, » dit Éléonore en s'essuyant les yeux. « S'il a volé une identité, il a commis une fraude. S'il a signé un acte de mariage, même s'il n'a pas été finalisé, sous un faux nom, c'est un parjure. J'ai des emails, j'ai des textos où il parle de son passé. Je peux prouver qu'il savait ce qu'il faisait. » Chloé hocha la tête. « Alors, mettons un terme à ces agissements. » 3 mois plus tard, le procès du peuple contre Adrien Lambert était l'événement le plus commenté de Paris. Les tabloïds l'appelaient « le marié du malheur ». Chloé était assise au premier rang de la salle d'audience, vêtue d'un tailleur bleu marine. À côté d'elle se trouvait Éléonore. Les deux avaient formé une étrange amitié symbiotique. Elles se retrouvaient pour un café une fois par semaine. Éléonore avait même créé une association caritative pour les mères célibataires, une façon d'expier son comportement en mariage. Sur le banc des accusés, Adrien ressemblait à l'ombre de l'homme qu'il avait été. La coupe de cheveux de la prison ne lui allait pas. Son bronzage coûteux s'était estompé en un gris maladif. Il refusait de regarder la galerie. La procureure, une femme vive nommée maître Isabelle Moreau, exposait la chronologie au jury. « L'accusé n'a pas seulement quitté une petite amie enceinte, » dit maître Moreau en arpentant l'espace devant le box du jury. Il a orchestré une disparition complète. Il a simulé une lettre de suicide dans sa voiture près de la Loire pour que la police cesse de le chercher. Il a ensuite déménagé à Lyon où il a rencontré le vrai Guillaume Martin. Quand monsieur Martin est mort dans un tragique accident, l'accusé a vu une opportunité. Maître Moreau projeta une diapositive sur l'écran. C'était un relevé bancaire. Il a vidé les comptes du vrai Guillaume Martin. Il a utilisé cet argent pour déménager à Paris. Il a falsifié des relevés de notes de HEC Paris. Il a construit un château de mensonges sur des fondations de vol. Puis vint le témoin vedette.
L'accusation appelle Éléonore de Valois à la barre. Éléonore remonta l'allée. Elle avait l'air modeste dans une simple robe noire. Elle prêta serment et s'assit. « Mademoiselle de Valois, demanda maître Moreau, quand avez-vous réalisé que votre fiancé était un imposteur ?»« Au moment où Chloé Dubois est entrée dans la salle de bal, dit clairement Éléonore. L'accusé vous a-t-il déjà parlé de ses enfants ? Jamais. Il m'a dit qu'il était stérile, révéla Éléonore. Un murmure de stupeur parcourut la salle d'audience. La tête de Chloé se redressa brusquement. Elle ne connaissait pas ce détail. Il a utilisé cela pour gagner ma sympathie. Il a dit qu'il voulait adopter un jour. Tout cela faisait partie du spectacle pour s'assurer que je ne m'inquiète jamais de la contraception ou que je ne me demande jamais pourquoi aucune famille ne lui rendait visite. Et vous a-t-il demandé de l'argent ? Constamment, dit Éléonore. De petites sommes au début, des opportunités d'investissement. Puis des sommes plus importantes, un prêt relais pour une propriété, un acompte pour un yacht. Au total, je lui ai transféré près de 2 millions d'euros de mon fonds fiduciaire personnel. L'avocat d'Adrien, un avocat commis d'office qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs, se leva. Objection, pertinence. Cela relève du modus operandi, votre honneur, rétorqua maître Moreau. Il dépouille les femmes de leurs biens et de leur dignité, puis passe à autre chose. Rejeté, dit le juge. Éléonore regarda directement Adrien. Pour la première fois, il la regarda. Il articula les mots. Je t'aimais. Éléonore se pencha vers le microphone. C'est un profiteur, déclara-t-elle pour le compte-rendu, et il a choisi le mauvais hôte. Le procès dura 2 semaines. Les preuves étaient accablantes. Le test ADN, les dossiers financiers, le témoignage de la mère éplorée du vrai Guillaume Martin, qui se demandait pourquoi la carte de crédit de son fils décédé était utilisée à Paris. Mais le coup de théâtre final survint lors de l'audience de détermination de la peine. Adrien avait plaidé coupable à des accusations moindres dans l'espoir d'un accord, mais le juge n'était pas de cet avis. Cependant, avant que le marteau ne puisse s'abattre, Adrien se leva. « J'ai quelque chose à dire », annonça Adrien. Le juge regarda par-dessus ses lunettes. « Soyez bref, monsieur Lambert. »« J'ai des actifs, » dit Adrien, la voix tremblante. « Des actifs cachés, des crypto-monnaies, des comptes offshore. Je peux tout rembourser. Les 2 millions à Éléonore, la pension alimentaire à Chloé. J'ai près de 5 millions d'euros cachés. » La salle d'audience devint silencieuse. Même Chloé était stupéfaite. 5 millions d'euros. « Je donnerai les clés des comptes, » négocia Adrien, l'air désespéré. « Si vous me donnez du sursis, je peux rembourser tout le monde. Je veux juste voir mes enfants. Je veux être un père. » Il se tourna vers Chloé, des larmes coulant sur son visage. « Chloé, s'il te plaît, pour Lucas et Chloé, ne laisse pas leur père finir ses jours derrière les barreaux. Laisse-moi acheter leur avenir. » C'était une offre convaincante. 5 millions d'euros changeraient la vie de Chloé. Cela assurerait l'avenir des jumeaux pour toujours. C'était assez pour faire hésiter n'importe qui. Le juge regarda Chloé. « Mademoiselle Dubois, en tant que principale victime de l'accusation d'abandon, le tribunal est intéressé par votre position. » Chloé se leva slowly. Elle regarda l'homme qui l'avait laissé endormi avec un mot sur le comptoir. Elle pensa aux nuits où elle tenait 2 bébés en pleurs, se demandant comment elle paierait les couches. Elle pensa aux 5 millions d'euros. Elle prit une profonde inspiration. « Garde ton argent, Adrien, » dit Chloé, sa voix résonnant comme une cloche. « Quoi ?» Adrien était abasourdi. « Mes enfants ne sont pas à vendre, » continua-t-elle. « Et mon pardon non plus. Tu penses que l'argent arrange ça ? Tu penses que tu peux acheter 5 ans d'anniversaire manqué ? Tu penses que tu peux acheter le souvenir de moi me réveillant seule ?» Elle se tourna vers le juge. « Votre honneur, s'il a 5 millions d'euros, c'est de l'argent volé. Saisissez-le, donnez-le aux victimes de ces autres escroqueries, mais ne me donnez pas 1 centime si cela signifie le laisser s'en tirer.
Je préférerais élever mes enfants dans une cabane plutôt qu'ils sachent que leur père a acheté sa liberté avec de l'argent sale. » Éléonore se leva à côté d'elle. « Et je n'en veux pas non plus. Enfermez-le. » Le juge hocha la tête, un rare regard de respect sur son visage. « Adrien Lambert, dit le juge, il semble que votre crédit ne vaille rien ici. » Les lumières fluorescentes du palais de justice de Paris bourdonnaient d'un son bas et migraineux qui semblait vibrer à l'intérieur du crâne de Chloé Dubois. C'était le 14e jour du procès. Dehors, une tempête hivernale s'abattait sur Paris. Le grésil frappait les hautes fenêtres comme des poignées de gravier. Mais à l'intérieur, l'atmosphère était étouffante. La salle d'audience était bondée. Chaque banc était rempli de journalistes, de curieux et de la haute société, des amis de la famille de Valois, venus assister à l'acte final de la tragédie. C'étaient des vautours, pensa Chloé, venus picorer les os d'une réputation. Elle était assise au premier rang, les mains jointes sur ses genoux. À sa gauche était assise Éléonore de Valois. Au cours des dernières semaines, la distance entre elles s'était comblée, physiquement et émotionnellement. Au mariage, elles étaient des ennemies de part et d'autre d'un mensonge. Maintenant, elles étaient des soldats dans la même tranchée. Éléonore avait l'air fatiguée, sa posture habituellement impeccable, légèrement affaissée, les cernes sous ses yeux visibles même à travers la couche de correcteur coûteux. À la table de la défense, Adrien Lambert, l'homme qu'elles avaient toutes deux connu sous le nom de Guillaume Martin, était assis seul. Il semblait plus petit que dans les souvenirs de Chloé. Les costumes italiens avaient disparu, remplacés par un blazer gris générique et mal ajusté, fourni par son avocat commis d'office. Ses cheveux, habituellement coiffés à la perfection, étaient clairsemés et ternes. Il ne regardait pas le juge, il regardait la galerie, ses yeux allants et venants, cherchant désespérément un contact visuel avec quiconque pourrait offrir un signe de sympathie. Quand ses yeux rencontrèrent ceux de Chloé, il offrit un sourire faible et tremblant. Chloé ne sourit pas en retour. Elle ne ressentait plus de colère. Elle ressentait juste une lourde lassitude. Elle voulait que ce soit fini. Elle voulait rentrer chez elle à Blois, retrouver ses jumeaux, une vie où son nom ne serait pas dans le Parisien. « Levez-vous » beugla l'huissier, sa voix coupant les murmures de la foule. Le juge Alain Lefebvre entra dans la salle. C'était un homme de peu de mots et à l'expression sévère, connu dans les cercles juridiques comme le marteau. Il ajusta sa robe, s'assit et regarda l'accusé par-dessus ses lunettes à monture métallique. « Asseyez-vous » dit le juge. Le bruissement des tissus remplit la salle alors que 200 personnes s'assirent à l'unisson. « Monsieur Lambert » commença le juge Lefebvre, sa voix sèche et dépourvue d'émotion. « Nous avons entendu 2 semaines de témoignages. Nous avons vu des dossiers financiers qui tracent un labyrinthe de tromperies s'étendant sur 3 régions et 5 ans. Nous avons entendu des victimes qui ont perdu leurs économies de retraite à cause de vos opportunités d'investissement. Mais le plus accablant de tout, nous avons entendu les 2 femmes assises au premier rang. » Adrien se leva. Ses mains tremblaient si fort qu'il dut s'agripper à la table pour se stabiliser. « Votre honneur, » interrompit Adrien, la voix brisée. « Si je peux... » Le juge s'arrêta, les yeux plissés. « Vous avez eu votre tour pour parler, monsieur Lambert. Mais puisque vous semblez impatient, je vais autoriser une dernière déclaration. Soyez bref. » Adrien prit une profonde inspiration. Il se tourna légèrement, orientant son corps pour faire face à la fois au juge et aux caméras au fond de la salle. Il jouait encore la comédie. Chloé réalisa qu'il se croyait toujours le protagoniste de cette histoire. « Je sais que ce que j'ai fait a l'air terrible. » Adrien commença, affichant un sourire de garçon charmant qui semblait grotesque sous la lumière fluorescente. « J'ai fait des erreurs, j'ai été dépassé. Mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. Je voulais être l'homme qu'Éléonore méritait. Je voulais construire un avenir si sûr que mes enfants, les enfants de Chloé, n'auraient jamais à s'inquiéter de l'argent. » Il regarda Chloé, les larmes montant à ses yeux sur commande. « Chloé, tu me connais.
Tu sais que je ne suis pas une mauvaise personne. J'avais peur, j'étais un lâche, mais je ne suis pas un criminel. J'ai des actifs. J'ai dit au tribunal que j'avais près de 5 millions d'euros sur des comptes offshore. Je peux rembourser tout le monde. Je peux réparer ça. S'il vous plaît, ne privez pas des enfants de leur père. » Un silence tomba sur la pièce. 5 millions d'euros. C'était une somme d'argent stupéfiante. Chloé pouvait sentir les yeux du jury changer. L'argent avait une façon d'adoucir les péchés. S'il pouvait rembourser, était-ce vraiment un crime ? Le juge Lefebvre laissa le silence planer dans l'air pendant une longue et angoissante minute. Il prit une liasse de papier sur son bureau, le rapport présententiel. 5 millions d'euros, répéta le juge. C'est en effet une somme considérable. Adrien hocha la tête avec empressement. Oui, votre honneur, tout est là, à Monaco. Je vous donnerai les clés d'accès. Donnez-moi juste du sursis. Laissez-moi travailler pour payer mes dettes. Le juge regarda Chloé. Mademoiselle Dubois, en tant que mère des enfants en question et victime de son abandon initial, le tribunal aimerait entendre votre position en essauffeur. Chloé se leva. Ses jambes lui semblaient lourdes, mais son esprit était clair. Elle s'approcha de la barre. Elle ne regarda pas Adrien. Elle ne regarda que le juge. « Votre honneur, » dit Chloé, la voix posée. « Il y a 5 ans, cet homme m'a laissé avec 6 euros sur un compte courant et 2 battements de cœur sur une échographie. J'ai cumulé 3 emplois. J'ai sauté des repas pour que mes bébés aient du lait maternisé. J'ai construit une vie sur les cendres qu'il a laissées derrière lui. » Elle marqua une pause, reprenant son souffle. « Il offre 5 millions d'euros maintenant, mais il ne vous dit pas que cet argent est volé. Il appartient au couple de personnes âgées de Lyon qu'il a escroqué en 2018. Il appartient aux propriétaires de petites entreprises qu'il a fraudées en 2019. Il appartient à Éléonore de Valois. » Elle se tourna pour faire face à Adrien pour la première fois. « Tu ne peux pas acheter la paternité, Adrien. Tu ne peux pas acheter les anniversaires que tu as manqués. Tu ne peux pas acheter les nuits où j'ai tenu un enfant malade seul, priant pour que la fièvre tombe. Tu penses que cet argent fait de toi un père ? Cet argent est juste la preuve que tu accordes plus de valeur à la monnaie qu'au caractère. Je ne veux pas de ton argent. Et mes enfants n'ont certainement pas besoin d'un père qui pense pouvoir acheter leur amour. » Elle se retourna vers le juge. « Si vous le laissez acheter sa sortie, vous ne donnez pas un père à mes enfants. Vous leur apprenez que la loi a un prix. » Chloé s'assit. Son cœur battait contre ses côtes comme un oiseau piégé. À côté d'elle, Éléonore se leva. Elle n'alla pas à la barre. Elle resta simplement à sa place, grande et imposante. « Je suis d'accord avec mademoiselle Dubois, » dit Éléonore, la voix glaciale. « Gardez l'argent. Gardez-le. » Le juge Lefebvre hocha lentement la tête. Il regarda Adrien, dont l'expression pleine d'espoir commençait à s'effondrer en panique. « Le tribunal rejette la demande de clémence de l'accusé fondée sur la restitution, » statua Lefebvre. De plus, concernant les 5 millions d'euros d'actifs offshore, le tribunal ordonne la saisie immédiate de ces fonds en vertu des lois sur la confiscation des avoirs civils. Ils seront placés dans un fonds d'indemnisation des victimes. « Vous ne pouvez pas faire ça !» hurla Adrien en se jetant en avant. « C'est mon levier, c'est mon argent !»« Ce n'est pas votre argent, monsieur Lambert, ça ne l'a jamais été !» lança le juge. Il frappa son marteau, un son qui résonna comme un claquement sec. « Adrien Lambert, veuillez vous lever pour le prononcer de la peine. » 2 huissiers se rapprochèrent d'Adrien. Il se tenait là, tremblant violemment. « Pour le chef d'accusation de vol qualifié au 1er degré, je vous condamne à 10 ans dans un établissement correctionnel d'État, » lut le juge. Adrien laissa échapper un sanglot. « Pour le chef d'accusation d'usurpation d'identité, 5 ans. Pour le chef d'accusation de fraude électronique, 10 ans. Pour le chef d'accusation de bigamie, 2 ans. » Le juge regarda par-dessus ses lunettes. « Ces peines seront purgées consécutivement et non cumulativement. Vous avez créé une vie distincte pour chacun de ces crimes. Par conséquent,
Vous purgerez une peine distincte pour chacun, consécutivement. Adrien haleta, le calcul le frappant comme un coup physique. Ça fait 27 ans, votre honneur. S'il vous plaît, je serai un vieil homme. Vous auriez dû y penser avant de décider de jouer à Dieu avec la vie des gens, dit Lefebvre en fermant le dossier. La caution est révoquée. L'accusé est placé en détention immédiatement. Éléonore! Hurla Adrien en se retournant alors que les huissiers lui saisissaient les bras. Il avait l'air fou, les yeux exorbités et blancs. Éléonore, aide-moi! Appelle ton père, appelle le préfet. Je t'aime, je l'ai fait pour nous. Éléonore ne bougea pas. Elle l'observait avec la curiosité détachée d'un scientifique observant un spécimen dans un bocal. « Chloé !» hurla Adrien alors qu'on le traînait vers la porte latérale. « Dis-le aux enfants, dis-leur que j'ai essayé, dis-leur que je les aime. » « Ils ne savent pas qui tu es, » murmura Chloé pour elle-même, trop bas pour qu'ils l'entendent. La lourde porte d'acier se referma, coupant ses cris. Le silence qui suivit était lourd, épais des résidus de vie détruite. Puis, du fond de la salle, quelqu'un commença à applaudir. Puis un autre. Ce n'était pas un tonnerre d'applaudissements, juste un rythme lent et régulier d'approbation. Bernard de Valois, assis 2 rangs derrière, se pencha et posa une main sur l'épaule d'Éléonore. « C'est fini, ma chérie, il est parti. » Éléonore laissa échapper une longue et frissonnante respiration et s'appuya sur la main de son père. Elle regarda Chloé. « Ça va ?» demanda Éléonore. Chloé regarda la table de la défense vide. Pendant 5 ans, elle avait fui un fantôme. Elle avait regardé par-dessus son épaule, attendant que le couperet tombe. Maintenant, le fantôme était enfermé dans une cage. « Je crois, » dit Chloé, un sourire sincère se dessinant sur son visage. « Je suis enfin libre. » 24 heures plus tard, la frénésie médiatique devant le palais de justice avait été intense. Mais l'équipe de sécurité privée de Bernard de Valois les avait fait sortir par un quai de chargement souterrain. Maintenant, le silence de l'appartement-terrasse d'Éléonore dans le 16e arrondissement semblait presque assourdissant. C'était le même appartement-terrasse qu'Adrien s'était vanté d'acheter. L'ironie était que l'acte de propriété avait toujours été au nom d'Éléonore. Adrien n'avait été qu'un invité dans sa vie, dans tous les sens du terme. Chloé se tenait sur le balcon, regardant l'horizon scintillant de Paris. La ville était belle vue d'ici, détachée et paisible. La porte vitrée coulissa et Éléonore sortit, tenant 2 tasses de chocolat chaud. Elle portait un pantalon de jogging et un sweat à capuche trop grand, des vêtements dans lesquels l'ancienne Éléonore n'aurait jamais été vue. « Tiens !» dit Éléonore en lui tendant une tasse. « J'ai mis une touche de Cointreau dedans. J'ai pensé qu'on l'avait bien mérité. »« Merci, » dit Chloé en enroulant ses mains autour de la chaleur. Elles restèrent en silence un moment, observant la circulation en bas. « Alors, » dit Éléonore en s'appuyant contre la balustrade. « Et maintenant ?»« Tu retournes dans le centre Val-de-Loire ?»« Je dois le faire, » dit Chloé. « J'ai une entreprise à diriger. Et les jumeaux, ils ont besoin de normalité. Ils doivent retourner à l'école. »« Je pensais, » dit Éléonore avec hésitation. « Mon père, il a parlé à ses avocats. Il veut créer un fonds en fiducie pour Lucas et Chloé. Éducation, santé, tout ce dont ils ont besoin. Il se sent responsable. Il a présenté Adrien à la moitié des gens qu'il a escroqués. » Chloé secoua la tête. « Éléonore, on en a déjà parlé. Je n'ai pas besoin de charité. »« Ce n'est pas de la charité, Chloé, c'est une pénitence, » dit sèchement Éléonore. Puis elle s'adoucit. « Écoute, mon père est un requin. Ce n'est pas un homme gentil, mais il valorise la famille par-dessus tout. Et étrangement, il vous considère, toi et ses enfants, comme de la famille maintenant. Vous êtes les seuls à lui avoir dit la vérité. Tous les autres dans sa vie ne font que lui baiser la main. » Chloé soupira. Elle pensa au coût des études supérieures. Elle pensa à l'économie incertaine. « J'accepte à une condition, » dit Chloé. « Dis-la. » « Tu dois être la fiduciaire.
c'est toi qui contrôles. Et tu dois venir nous voir dans le centre Val-de-Loire au moins 2 fois par an pour vérifier ton investissement. » Éléonore rit, un vrai rire rauque qui ne ressemblait en rien au rire tintant et faux qu'elle avait utilisé au mariage. « Marché conclu, mais je te préviens, je ne fais pas de camping. Si je visite le coin, je loge dans un relais et château. » « Il n'y a pas de relais et château là-bas, Éléonore. Nous avons un ibis-style. »« Seigneur, aidez-moi, » gémit Éléonore. Elles trinquèrent avec leur tasse. C'était un toast à la fin d'une ère et au début d'une amitié étrange et belle, forgée dans le feu de la trahison. 5 ans plus tard, le temps a une façon de lisser même les aspérités les plus vives. La première année fut la plus difficile. Chloé dut témoigner à 3 autres audiences concernant la saisie des avoirs. Éléonore dut endurer l'humiliation publique de la procédure d'annulation et les interminables titres des tabloïds, le marié en fuite et la mariée milliardaire. Mais à la 3e année, les gros titres cessèrent. Les gens passèrent à de nouveaux scandales. Et à la 5e année, Adrien Lambert n'était plus qu'un nom dans un vieux dossier. C'était un après-midi d'octobre vif, à Blois. Les feuilles prenaient des teintes brillantes d'orange et d'or, couvrant le vaste jardin arrière de la nouvelle maison de Chloé. Ce n'était pas un manoir, mais une belle et solide maison bourgeoise avec une galerie tout autour et une balançoire faite d'un pneu dans le chêne. Chloé était assise sur la balançoire du porche, un ordinateur portable en équilibre sur ses genoux. Son entreprise de logiciels, Securpass, venait de signer un contrat avec le ministère des Armées. Elle ne se portait pas seulement bien, elle était riche par ses propres moyens maintenant. « Maman, regarde ça !» Chloé leva les yeux. Lucas, maintenant âgé de 10 ans et dégingandé, était suspendu la tête en bas à la balançoire. Chloé le poussait, en riant, de façon maniaque. « Attention les fous !» lança Chloé en souriant. Une berline noire élégante entra dans l'allée de gravier. C'était une vue rare dans leur quartier de banlieue tranquille. Les voisins jetaient généralement un coup d'œil à travers leurs rideaux quand elle arrivait. Le chauffeur ouvrit la portière arrière et Éléonore de Valois en sortit. Elle était radieuse. Elle portait un manteau camel sur mesure et des bottes de créateur, mais son visage était plus doux, plus heureux. Elle portait un sac de la grande épicerie de Paris dans un bras et une énorme boîte de Lego dans l'autre. Derrière elle, se déplaçant plus lentement, mais avec non moins de dignité, se trouvait Bernard de Valois. Il utilisait une canne maintenant, ses cheveux complètement blancs, mais ses yeux étaient vifs. « Tati Éléonore, papy Bernard !» Les jumeaux abandonnèrent la balançoire et sprintèrent vers la voiture. Chloé ferma son ordinateur portable et descendit les marches pour les accueillir. « Vous êtes en retard ?» taquina Chloé en serrant Éléonore dans ses bras. Le trafic sur l'autoroute était un cauchemar, se plaignit Éléonore, bien qu'elle sourit. Et papa a insisté pour qu'on s'arrête à un marché fermier pour de la confiture de pommes. Elle est artisanale, se défendit Bernard en tendant un pot à Chloé. Content de te voir, Chloé. Toi aussi, Bernard. Ils entrèrent dans la cuisine, qui embaumait le poulet rôti. C'était devenu une tradition. Tous les quelques mois, le clan de Valois arrivait en jet privé, louait une voiture et jouait à la Fanny de banlieue pour le week-end. Pendant que les enfants entraînaient Bernard dans le salon pour lui montrer leur bulletin, Bernard payait 100 € pour chaque A, un système de corruption que Chloé avait essayé, sans succès, d'arrêter. Éléonore et Chloé coupaient des légumes sur l'îlot. « Je l'ai vu », dit doucement Éléonore en tranchant un concombre avec une force inutile. Chloé arrêta de remuer la sauce. Elle n'eut pas besoin de demander qui. « Comment va-t-il » ? « Vieux. » Éléonore dit « Je suis allée à l'audience de libération conditionnelle la semaine dernière, juste pour me tenir au fond. Il a l'air vide. Il a essayé de parler, a essayé de sortir ce vieux charme, mais personne n'a mordu. La commission l'a débouté en 5 minutes. Et puis... » Éléonore marqua une pause, posant le couteau. « Ensuite, les procureurs de l'État ont porté le coup de grâce, » continua-t-elle. Des accusations d'évasion fiscale datant de 2016.
Ils ont trouvé un autre compte qu'ils n'avaient pas déclaré. Ils ont ajouté 8 ans à sa peine. Chloé fit le calcul mentalement. Il ne sortira pas avant que les jumeaux aient près de 20 ans. Il aura 62 ans, dit Éléonore. Il n'aura rien, pas d'argent, pas d'amis, pas de famille. Il ne sera qu'un vieil homme avec un casier judiciaire. Chloé regarda par la fenêtre. Lucas montrait à Bernard comment jouer à un jeu vidéo sur la télé. Chloé tressait les pompons du tapis. Ils étaient heureux. Ils étaient en sécurité. Ils étaient aimés. « Est-ce qu'ils demandent de leurs nouvelles ?» demanda Chloé. « Il a essayé de me donner une lettre pour toi, » dit Éléonore. Elle plongea la main dans son sac à main et sortit une simple enveloppe blanche. Elle était froissée. Le gardien m'a laissé la prendre. Je lui ai dit que je la remettrais. Chloé s'essuya les mains sur un torchon et prit l'enveloppe. Elle semblait légère. Chloé Dubois était griffonnée sur le devant d'une écriture qui semblait tremblante, désespérée. Pendant un instant, la vieille peur refit surface. La voix dans sa tête qui disait qu'il avait encore du pouvoir sur elle, que ses mots pouvaient encore la blesser. « Veux-tu la lire ?» demanda doucement Éléonore. Ce pourrait être des excuses, une demande d'argent ou juste d'autres mensonges. Chloé regarda la lettre. Elle pensa à l'homme qui l'avait écrite. Elle essaya de se remémorer son visage, mais il était flou maintenant, superposé par les visages des personnes actuellement dans sa cuisine, les personnes qui, elles, étaient vraiment là. « Non, » dit Chloé, « je ne crois pas. » « Qu'est-ce que tu veux en faire ?» Chloé se dirigea vers la cuisinière à gaz. Elle alluma le brûleur. Un cercle de flammes bleues s'anima. « Je pense, » dit Chloé en tenant le coin de l'enveloppe au-dessus de la flamme, « je veux faire de la place pour le dessert. » Le papier prit feu instantly. La flamme orange s'enroula autour des bords, transformant le papier blanc en cendre noire. Chloé le tint jusqu'à ce que la chaleur lui brûle le bout des doigts, puis le laissa tomber dans l'évier en métal. Elles le regardèrent brûler. Les mots à l'intérieur, quels que soient les mensonges, les supplications, les manipulations, se transformèrent en fumée et furent aspirés par la hotte. « Parti, » murmura Éléonore. « Parti, » acquiesça Chloé. Elle éteignit le brûleur et lava la cendre dans l'évier avec un jet d'eau. Elle se retourna vers Éléonore, les yeux brillants. « Maintenant, as-tu apporté ce vin cher que tu avais promis, ou dois-je ouvrir celui du supermarché ?» Éléonore sourit, la tension se brisant. « S'il te plaît, c'est un cabernet millésimé. Il a coûté plus cher que ma première voiture. »« Parfait. » Chloé entra dans le salon. « Bon, tout le monde, le dîner est dans 10 minutes. Lavez-vous les mains. » « Oh, maman !» gémit Lucas. « Fais ce que ta mère dit, » ordonna Bernard en luttant pour se lever du canapé profond. « Et après, je veux une revanche à ce jeu de Mario Kart. Je refuse d'être battue par un enfant de 10 ans. »« Je vais t'écraser, papy !» gloussa Chloé. Chloé se tenait dans l'embrasure de la porte, les observant. C'était sa famille. Ce n'était pas la famille traditionnelle dont elle avait rêvé petite fille. C'était désordonné, bizarre et né d'un désastre. Mais c'était réel. Adrien Lambert était assis dans une cellule de 2 par 3 mètres, fixant un mur de béton, s'accrochant au souvenir d'une vie qu'il avait jetée. Chloé Dubois se tenait dans une maison chaleureuse, entourée de rires, tenant un verre de vin versé par sa meilleure amie. Elle leva le verre au plafond, un toast silencieux à l'univers. « Tu as perdu, Adrien. » Elle prit une gorgée, et cela avait un goût de victoire. Et c'est l'histoire de la façon dont le château de mensonges d'un homme s'est effondré. Adrien pensait qu'il pouvait échanger les gens comme des actions, abandonnant ses propres enfants pour une chance de mener une vie de milliardaire. Mais il a oublié la règle d'or. La vérité a toujours un moyen de franchir la porte d'entrée, parfois vêtue d'une robe rouge. C'est un puissant rappel que l'on ne peut pas construire un véritable avenir sur des fondations factices.
Finalement, les deux femmes qu'il a essayé de monter l'une contre l'autre ont trouvé une famille l'une en l'autre, tandis qu'il s'est retrouvé avec rien d'autre que du temps. Qu'auriez-vous fait à la place de Chloé? Auriez-vous pris les 5 millions d'euros pour tourner la page, ou la justice valait-elle plus que l'argent? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire de justice et de karma, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, cela aide vraiment la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.